Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tim et bienvenue sur l'émission Quote Me on That où l'inspiration se transforme en conversation. Dans cette émission, nous donnons la parole à des personnes inspirées et inspirantes afin d'entendre leurs histoires et leurs idées et de partager l'inspiration. Nous faisons des interviews en français, anglais et espagnol. Et comme on le verra dans un instant, j'ai récemment eu l'occasion d'interviewer mon premier invité français. Il s'agit de monsieur Sébastien Hurtaud. Sébastien Hurtaud est un virtuose du violoncelle. Il est soliste, chambriste et enseignant de musique. Son répertoire de concerts nous transporte de l'Europe à la Russie, en passant par l'Amérique du Nord et du Sud. On lui dit l'âme d'un Rostropovitch allié à la virtuosité d'un Feuermann. Il a grandi à La Rochelle, dans une famille d'artistes, et a étudié le violoncelle et la musique de chambre à Paris, d'abord à la Schola Cantorum, puis au Conservatoire national supérieur. Il étudiera notamment aussi à Detmold en Allemagne, à Manchester au Royaume-Uni. Après avoir obtenu le premier prix du Conservatoire de Paris, il commencera sa carrière comme violoncelle solo invité à l'orchestre de l'Opéra de la Monnaie, ici à Bruxelles, avant de partir se perfectionner encore à Dallas, aux États-Unis. En 2008 et 2009, sa carrière de musicien prend un tournant proprement international lorsqu'il est primé au concours international de violoncelle de la Naumburg Foundation à New York, puis qu'il remporte le premier prix de la Adam International Cello Competition à Christchurch en Nouvelle-Zélande, un prix qu'il est le premier Français à remporter. Depuis lors, Sébastien Hurtaud multiplie les concerts et les festivals en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Russie, en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918, il s'est notamment produit à la cathédrale des Invalides à Paris, ainsi qu'en direct sur France Inter dans l'émission Le Grand Atelier. Sébastien Hurtaud complète son répertoire classique d'influences diverses, comme le jazz. Il a également commissionné et ou joué de la musique par des compositeurs contemporains. Sur scène, ses collaborations sont nombreuses, notamment avec son épouse, la pianiste de concert Pamela Hurtado. Pour finir, Sébastien Hurtaud a également participé à de nombreux enregistrements. Son dernier album est d'ailleurs sorti le 6 novembre dernier et c'est un grand événement. C'est d'ailleurs le premier sujet dont nous avons parlé, lui et moi. Sébastien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le 6 novembre dernier est sorti ton nouvel album. C'est une collaboration internationale entre toi, le chef d'orchestre australien Benjamin Northey, l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande et le compositeur néo-zélandais Gareth Farr. L'album est publié chez Rubicon. Il est placé sous le Rubicon thème de la Classics. Yeah. Rubicon Classics. Voilà. Il est placé sous le thème de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Que pouvez-vous nous dire sur cet album, sur ce projet, sur la jeunesse du projet, l'idée? Que peux-tu nous Alors dire, pardon? c'est l'album en fait est parti d'une longue collaboration que j'ai pu avoir avec le compositeur néo-zélandais Gareth Farr. Il s'avère que j'ai rencontré Gareth quand j'avais été invité. Alors je suis en face de mon lac et ce qu'on entend en fait c'est les barnages du Canada, voilà, qui sont juste là. Je sais Excellent. pas si... Et, euh, et donc, du coup, j'avais été invité pour me produire comme soliste à l'orchestre, le New Zealand Symphony Orchestra, qui est l'orchestre national là-bas. Et lors du dernier concert, après une tournée de 9 concerts, lors du dernier concert à Auckland, j'ai rencontré Gareth et très rapidement, on s'est liés d'amitié. Et puis, j'ai donc découvert son travail. C'est un compositeur qui a composé de nombreuses œuvres. Il a un opus très, très important. Et j'ai été totalement conquis par le style de ses compositions. Vraiment, je trouve que c'est inspiré, bien entendu. Je dirais que c'est presque un mix entre une orchestration de type anglo-saxon, mais en même temps beaucoup d'influences indo-pacifiques. Lui-même est percussionniste. Donc voilà, j'ai adoré en fait son univers musical. Et je lui ai dit, écoute Gareth, tu connais l'histoire de Rostropovitch et Shostakovich et Prokofiev qui ont travaillé ensemble. Et est-ce que tu pourrais pas être mon Shostakovich et peut-être un jour composer un concerto pour violoncelle? Et son accueil a été très chaleureux. Il a dit, mais justement, je tenais à t'en parler. J'aimerais beaucoup composer une œuvre concertante pour toi. Et puis, voilà, on est parti sur cette idée. Et quelques années plus tard, le Creative New Zealand, qui est, je dirais, l'équivalent du ministère de la Culture en France, a ouvert un fonds très, très important, je crois, une dotation de plus d'1 million 500 000 $ néo-zélandais, et pour encourager des projets
relatant de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, lors du tragique, dramatique, affreux conflit, celui de la Grande Guerre entre 14 et 18, il y a eu énormément, il y a eu des dizaines de milliers de soldats, ce qu'on appelle donc de l'Anzac, c'est-à-dire les soldats néo-zélandais, en fait, tous les pays qui sont reliés qui font partie du Commonwealth. Donc des Néo-Zélandais, des Australiens, des Canadiens, et puis plein d'autres. Et donc du coup, Gareth m'appelle, me dit, tu sais, ma famille a souffert, bien entendu, de ce conflit parce que mes 3 arrière-grands-oncles ont péri en fait lors des batailles de la Somme dans le nord de la France, non loin d'ailleurs de la frontière belge. Et j'aimerais te dédier ce concerto, mais j'aimerais leur rendre hommage à travers donc le conflit, enfin l'œuvre que je m'apprête à écrire. Donc Creative New Zealand nous a soutenus. Et puis c'est comme ça que la relation non seulement à la Nouvelle-Zélande, à Gareth Farr, mais aussi au conflit de la Première Guerre, et à travers l'hommage qu'on rend aux combattants aux soldats et puis aux hommes et aux femmes qui ont été liés à la Première Guerre mondiale, est née. Ah oui. Je me demandais justement, par rapport à la collaboration avec Gareth Farr, il a donc écrit le concerto en pensant à vous, en pensant à toi, commissionné par toi. Comment ça se passe, la collaboration? Est-ce que toi, tu es impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'écriture, ou alors tu découvres la musique quand elle est terminée? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas de, comment dire, quand je collabore avec un compositeur, rien n'est prévu auparavant. C'est vrai que mon goût personnel, c'est vrai, j'aime beaucoup l'échange, la collaboration, mais en même temps, je vais vraiment respecter le choix du compositeur. C'est-à-dire que si celui-ci ne souhaite pas que l'interprète intervienne avant que la note finale soit composée, bien sûr, je vais respecter ce choix. Là, ça s'est fait un petit peu différemment parce que le Gareth Farr a pris une excellente décision, celle de vouloir voyager en France pour visiter les lieux emblématiques où les batailles de la Première Guerre se sont déroulées. Et donc, ça commence déjà à dater, mais c'était pendant le printemps 2016. Et nous avons visité notamment la caverne du Dragon. La caverne du Dragon, qui est une carrière de pierre, mais qui, historiquement, a toujours été liée aux guerres. Même, ça date depuis Jules César. En fait, ça a toujours été lié aux guerres parce que c'est un endroit qui stratégiquement est important militairement. Et pendant la Première Guerre mondiale, cette caverne du Dragon servait de refuge aux armées et même aux armées ennemies. Et cette caverne du Dragon est située sur ce qu'on appelle le chemin des Dames. Le chemin des Dames, qui est une ligne, pendant la guerre, c'est une ligne de front qui s'étendait de Reims à Laon. Et la raison pour laquelle Gareth Farr et moi-même on souhaitait appeler ce concerto Chemin des Dames, c'est que nous avons vraiment été frappés par cette visite. On a vraiment découvert, même si bien sûr tout le monde sait que cette guerre a été un carnage, ça a été atroce, mais même si on a connaissance de ça, quand on commence à pénétrer les lieux où se sont déroulées les batailles, on le perçoit totalement différemment. Et je dois dire que Gareth a fait un travail fantastique parce que son concerto commence et se termine par le thème qui en fait symbolise les No Man's Land. Donc voilà, et puis 2 ans plus tard, enfin 1 an et demi plus tard, j'ai donc fait la première de ce concerto à Wellington et Auckland pendant les célébrations de l'Anzac. Et puis 6 mois plus tard, pour célébrer justement la bataille du Chemin des Dames,
en 2017 au Festival de Laon. Alors, il faut savoir, on m'a posé la question, mais pourquoi ce lieu du Chemin des Dames est emblématique pour les Néo-Zélandais? Et il ne faut pas s'y tromper, c'est-à-dire que si vraiment Gareth Farr avait voulu défaire la description d'une bataille, il aurait pu appeler son concerto la bataille d'Arras ou le Quesnoy. Mais justement, il n'a pas voulu faire une description d'un lieu où les Néo-Zélandais avaient spécifiquement combattu. Et ce concerto Chemin des Dames a un double sens. C'est d'abord un sens universel par rapport au combat, par rapport à l'hommage rendu aux soldats. Et c'est aussi, même si le Chemin des Dames, on a eu dès le début conscience que ce concerto était dédié non seulement aux soldats, hommes, mais aussi aux femmes, ce qu'on appelait donc à l'arrière, mais ça a été pour elles, en fait, pour la cause des femmes, vraiment le début d'une émancipation. Et donc, voilà, il y a un double sens à ce titre. Oui, oui. Par rapport à la combinaison à présent des deux concertos qui se trouvent sur l'album, donc là, tu nous avais donc parlé du concerto Chemin des Dames de Gareth Farr. L'autre œuvre, c'est le concerto d'Elgar, composé en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. De quelle manière est-ce que ces deux œuvres se combinent? Est-ce qu'elles se répondent? Comment s'est opéré le choix et comment est-ce qu'elles se combinent dans l'album? Alors, j'ai découvert que le concerto d'Elgar, qui est particulièrement très très connu chez les violoncellistes, car la grande violoncelliste Jacqueline Dupré l'a fantastiquement incarné. J'ai découvert en Nouvelle-Zélande que ce concerto était lié à une histoire néo-zélandaise, justement. C'est donc le directeur de l'orchestre à l'époque, Chris Blake, qui lors du concert d'Auckland, pendant le dîner qui a eu lieu juste après le concert, comme ça se fait, m'a appris que le jeune compositeur Elgar avait été fiancé à Helen Weaver. Et cette Helen Weaver, quelques années après, rompt son engagement avec Elgar, et puis elle part s'installer vivre en Nouvelle-Zélande. Elle se marie avec Monsieur Munro, qui était un banquier. Ils ont plusieurs enfants, dont un fils, Lieutenant Kenneth Munro, qui malheureusement, comme de nombreux jeunes néo-zélandais, meurt pendant les combats liés à la Première Guerre mondiale. Et j'ai un doute sur la date, je crois que c'est 1916 ou 1917, mais donc il est mort pendant la bataille d'Armentières. Mmh. Et quelques années après, Elgar regarde le Daily Telegraph et voit le nom du fils d'Helen Weaver, la femme qu'il avait aimée et peut-être qu'il aimait toujours. Et donc, il y a une thèse qui a été d'ailleurs qui est assez controversée, mais quand même soutenue par quelqu'un de très sérieux, Brian Troywell, qui est décédé maintenant, mais qui était donc musicologue à l'université d'Oxford. Qui en fait affirme que ce concerto est bien entendu dédié aux soldats de la Première Guerre mondiale, avec l'idée de ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire plus jamais, ça devait être la der des der, et plus jamais il y aurait un tel conflit. Mais que en fait, ce concerto était dédié directement au fils d'Helen Weaver. C'était donc un hommage qui lui a été rendu. Et quand j'ai appris cette histoire, ça m'est resté dans la tête et j'ai été marqué par l'accueil à chaque fois, très enthousiaste, pas un enthousiasme heureux, mais un enthousiasme ému du public, qu'il soit néo-zélandais ou français, après donc le concert du concerto Chemin des Dames. Et j'ai pensé vraiment que ça méritait de figurer dans un disque. Et quand j'en ai parlé à Gareth Farr, on entend une tronçonneuse, quelqu'un qui fait son jardin juste à côté. Je vais un peu m'écarter, voilà. Oui, oui. Comme ça, on n'aura pas l'impression d'être dans un film d'horreur, oui. d'horreur. Et donc du coup, quand je me suis aperçu vraiment que il existait vraiment
le public en fait était très très à l'écoute de ce concerto Chemin des Dames, qui est très accessible. Hein. C'est-à-dire que c'est une musique effectivement du 21e siècle, euh, mais elle est vraiment destinée à un public large. C'est-à-dire que les mélomanes apprécieront et les spécialistes aussi apprécieront. Donc j'ai vu vraiment que ça faisait l'unanimité, et c'est là que j'ai proposé à Gareth de faire un disque, de le monter, de le produire et puis d'introduire ce concerto, d'inclure ce concerto d'Elgar. Et Gareth a réfléchi, il m'a dit que c'était finalement une excellente idée, surtout que ce concerto d'Elgar était lié à aussi une part de l'histoire néo-zélandaise. C'est ça. Après avoir discuté comme ça du contenu du nouvel album, du projet, de la musique, Sébastien et moi avons ensuite parlé de l'album en tant qu'objet, un label, un disque. Voyons ce que Sébastien m'a raconté à ce sujet. C'était très important pour Gareth et moi que ce disque ait vraiment la couleur justement de... ça devait pas simplement être un disque, ça devait être un disque hommage. Et pour que ce soit un disque hommage, il fallait que ce disque ressemble à cette période. Donc c'était vraiment évident d'avoir un, un label, en tout cas anglo-saxon. Et c'est arrivé assez naturellement. C'est donc le PDG du label Rubicon, qui est aussi le directeur du label Onyx, qui a vraiment été touché par ce projet. Et Gareth et moi avons été très, comment dire, d'autant plus touchés parce que Matthew Cosgrove, c'est l'ancien directeur de Deutsche Grammophon et Warner Music. Et donc, du coup, on savait très, très bien qu'on allait être dans de bonnes mains pour justement produire ce disque. Et puis ensuite, l'Orchestre national de Nouvelle-Zélande nous a donné une liste de chefs d'orchestre. Et il nous a paru évident que ça devait être Benjamin Murphy qui devait être avec nous. C'est un chef d'orchestre australien d'une quarantaine d'années qui est absolument admirable. C'est un très, très grand chef d'orchestre. Ça a été vraiment un miracle de travailler avec lui parce que on ne se connaissait pas avant. Et quand je suis arrivé donc au mois d'avril 2019 pour enregistrer, on avait prévu de répéter ensemble avec le chef 3 jours avant le début de l'enregistrement. Et tout de suite, instantanément, on a été d'accord sur les phrasés, sur la façon de conduire, de construire cet enregistrement. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Oui, le résultat est là. Donc, depuis le 6 novembre, l'album est sorti et est disponible à présent. Oui, il est disponible sur toutes les plateformes commerciales. Et puis, on peut le commander en soi, on peut sur les plateformes de streaming, bien sûr. Mais je recommande aussi si les personnes aiment bien les objets, justement, les belles couvertures, je recommande de l'acheter aussi parce que en disque, Oui. La pochette a été réalisée par la sœur de Gareth Farr. C'est une famille d'artistes. Et elle a fait un travail fantastique. On peut apercevoir en fait sur la pochette une sorte de soldat qui prend son violoncelle et qui va vers un soleil, qui se dirige, qui marche vers peut-être une petite lueur d'espoir. Et ça, c'est vrai que là, tu me posais la question, quelle a été ma collaboration? C'est vrai que d'abord, dans un sens, j'ai peut-être un petit peu influencé Gareth Farr parce qu'il voulait vraiment composer un concerto très proche de mon jeu. Et il m'avait entendu dans le concerto de Shostakovich. Donc, je pense aussi qu'il y a eu aussi, il s'est peut-être inspiré, même si ça ne ressemble pas du tout au concerto de Shostakovich. Et puis, quand j'ai eu la partition en main, il me l'a envoyé. Il s'avère qu'il me l'a envoyé 2 jours après la naissance de ma fille, qui s'appelle Stella. Oui. Et Gareth Farr est un petit farceur. Pour lui souhaiter donc la bienvenue, il a composé un petit thème inspiré des lettres de son nom. Parce que comme chacun sait, chaque lettre de l'alphabet correspond à une lettre de musique. Donc je crois qu'il s'est inspiré de plusieurs alphabets parce que ça diffère entre
la correspondance des notes avec l'alphabet en anglais ou en allemand. Et il est arrivé à un petit thème qui fait mi bémol, si, mi, la, la, la. Quelque chose de très simple. Mais Oui, il ne s'est oui, pas arrêté là, il l'a inclus dans le concerto. c'est ça. Et il m'a averti, il m'a dit, tu verras Sébastien, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai eu cette idée, je pense que ça va donner du sens, mais je n'en ai aucune idée. Et donc c'était juste 2 mois avant la première. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer parce que c'était une vie totalement différente pour moi avec ma femme, avec ma petite fille. Oui, oui. Et ça, en même temps, je pense que jamais j'aurais pu interpréter ce concerto avant d'être. Je n'aurais pas interprété de la même façon avant d'être papa, avant d'être un père, parce que je me suis mis dans la peau d'un soldat justement fraîchement, voilà, qui devient père, avec cette énergie de, il faut que je déploie une énergie euh, fantastique pour m'en sortir en fait. Et c'est vrai qu'en anglais, il y a 2 mots qui sont venus, stay alive, c'est-à-dire rester en vie à tout prix. Et c'est vrai que j'en ai fait part à Gareth, malgré le côté dramatique et noir de l'œuvre, comme chacun peut l'imaginer. Mhm. Je n'ai jamais voulu perdre en tête que il fallait survivre en fait. Et donc ça m'a. Alors dans une interprétation, on m'a posé la question, on m'a dit mais comment tu peux mettre ça dans ton interprétation? C'est simplement que je me suis nourri de quelque chose et ça m'a permis de construire une histoire. Et je pense que je n'aurais pas construit cette histoire si, voilà, voilà, si les circonstances n'avaient pas été, si les circonstances avaient été différentes. Oui, oui. C'est vraiment intéressant de voir comment il y a à la fois cette thématique universelle de la guerre et puis vraiment ce rapport personnel entre Gareth et toi, le rapport avec ta fille, le rapport personnel avec l'œuvre. C'est fascinant, je trouve, de voir ça. Donc Sébastien, tu es au niveau de ta carrière, tu es violoncelliste bien sûr, mais il y a plusieurs facettes à ta carrière. Tu es soliste, chambriste, également enseignant. Je me demandais si tu pouvais nous parler un peu de ça et nous dire comment tu combines ces différentes facettes dans ton emploi du temps, par exemple. Alors, l'emploi du temps, il est très simple, il est très résumé en ce moment parce que c'est la pandémie. Et donc, du coup, tous les concerts ont été annulés. Ouais. Ça, c'est comme tous les artistes hein, du monde entier. Rien d'original. J'espère que ça va repartir en 2021 progressivement parce que c'est vrai que ça a été quand même un choc. Mais généralement, en fait, quand il n'y a pas de pandémie mondiale, ça s'organise entre, c'est vrai, c'est le concerto Chemin des Dames qui a été au centre de ma vie artistique, mais pas simplement. C'est, c'est vrai que je joue aussi avec ma femme qui est pianiste. On a donc un duo, mais euh, je joue très souvent en musique de chambre. Et puis, je ne suis pas invité que dans le concerto Chemin des Dames ou d'Elgar. Par exemple, je pourrais pour n'en citer que quelques-uns. Dernièrement, j'ai été invité à jouer le concerto de Dvorak, le concerto de Goulda. J'ai fait une tournée avec l'orchestre de Katowice, l'orchestre de Picardie pour Don Quichotte, qui est une œuvre fantastique. Voilà, j'ai tourné aux États-Unis, donc là je l'ai tourné avec le concerto d'Elgar. Il y a eu ses premières avec le concerto de Gareth Farr. J'ai été invité pour célébrer l'armistice, où j'avais joué aussi le concerto d'Elgar et le concerto de Gareth Farr, mais là ça s'y prêtait. Donc c'est vrai que ma carrière de soliste se développe de plus en plus. Et puis je dirais que de toute façon la carrière d'un concertiste, elle pourrait pas. Je veux dire la musique de chambre, c'est notre répertoire aussi. Donc je suis invité aussi souvent à jouer en trio. Donc c'est vraiment une vie riche, une vie intense de concerts. Et c'est vrai que j'aime beaucoup également transmettre. Je donne des cours, notamment j'ai commencé lorsque j'étais invité dans mes tournées à donner des cours pendant les masterclass. Et c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est vrai que je n'oublie jamais d'où je viens et le bienfait et la chance que j'ai eue d'avoir de fantastiques pédagogues comme je voudrais citer Erwan Fauré que j'ai eu à la Schola Cantorum, bien sûr mes professeurs du Conservatoire de Paris, mais notamment quand je suis allé étudier à Detmold et à Manchester avec cette grande soliste
fantastique élève de Rostropovitch, Karine Georgian. Ça, c'est véritablement des très, très grandes rencontres et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré, par exemple. Donc, c'est vrai que je m'attache particulièrement et actuellement, donc, je soutiens des élèves des jeunes violoncellistes prometteurs. Et en ce moment, il y en a qui se préparent pour la Juilliard, pour l'université d'Oberlin, pour l'université à Yale. Pour le moment, c'est plutôt américain. Et voilà, j'essaie de prendre le relais, c'est-à-dire de leur donner autant de chance que moi, on a pu me donner pour que leur vie soit professionnelle, se passe bien, puis leur vie d'études. Parce que c'est vrai que c'est un univers extrêmement compétitif. Il faut être polyvalent. C'est vrai que depuis notre génération, ma génération, il faut être vraiment très, très polyvalent. Et donc, du coup, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune, il faut vraiment que les bases techniques et musicales soient là. Donc, ça, j'y attache énormément d'importance. Donc, c'est vrai que j'attache pas mal d'importance à l'enseignement, en tout cas, voilà, à travers les masterclass et puis des soutiens pour de jeunes professionnels. Et voilà. Et puis, j'espère que dans le futur, je serai. C'est vrai que c'est un de mes grandes directions. Je suis très impressionné par la carrière de Joaquin Achucarro, qui n'est pas violoncelliste, qui est pianiste, qui a été notamment qui fait une carrière mondiale depuis plus de 50 ans et qui est un exemple. Il a été le professeur de ma femme. Et je dirais pas son âge, mais il est quand même assez âgé aujourd'hui, mais c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, il fait toujours ses 6 heures de piano par jour. Il voyage partout dans le monde. Il fait ses concerts et il a sa classe à l'université de Dallas. C'est à la Southern Methodist University de Dallas. Il y vient 8 à 10 jours par mois et il donne des cours à ses élèves. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'exemple à suivre. J'adorerais pouvoir avoir une classe dans une université qui me permette justement d'être à la fois concertiste et puis de pouvoir soutenir des jeunes à travers un cursus. Ça, c'est vraiment le but. Voilà. Donc, on verra. J'espère qu'il y aura voilà, je me souhaite d'avoir de très belles années dans le futur. Comme on le verra, ma conversation avec Sébastien s'est terminée de manière très sympathique, mais néanmoins légèrement abrupte pour une raison technique que je vous laisse découvrir dans un instant. Avant que l'on se quitte, Sébastien a heureusement encore pu me parler de ses projets futurs, notamment en lien avec le répertoire du violoncelle. J'ai également pu lui demander, et on va repartir là-dessus tout de suite, de me parler des leçons qu'il tire de sa propre expérience en tant qu'artiste international et qu'il cherche du coup à transmettre à ses élèves. D'abord, pour moi, je me vois jamais arrêter la scène. C'est-à-dire que tout ce que je peux apprendre à mes élèves, c'est parce que je l'ai appris sur scène. Oui. Et donc, du coup, c'est-à-dire que si on s'arrête de faire de la scène, bon, c'est un petit peu particulier en ce moment, mais il vaut mieux, comment dire, voilà, il faut jamais arrêter. Ça, c'est très important. Ne jamais arrêter de faire de scène. Si on a le physique, on a le mental, on a l'envie, l'enthousiasme, il faut faire de la scène à tout prix. Parce que c'est de jouer chez soi et de jouer sur scène, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce que je leur dis, j'essaie de leur faire comprendre que c'est très très important de ne pas jouer chez soi dans la tête, mais jouer sur scène. Et ça c'est vraiment c'est primordial d'avoir cette notion en tête, parce qu'autrement on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et souvent on entend des jeunes dire ah oui, mais chez moi c'était bien, mais sur scène j'ai perdu mes moyens. Oui. Et mais parce qu'ils n'ont pas été assez bien préparés, et à la fois musicalement, techniquement, et puis mentalement surtout. Donc voilà, j'essaie d'être un petit peu leur coach, mais ça, c'est grâce à mes expériences de soliste. Donc voilà ce que je souhaite et ce que je me suis lancé, c'est-à-dire de continuer à jouer le répertoire des concertos pour violoncelle, parce qu'on a quand même beaucoup de chance, les violoncellistes, on a un répertoire fantastique. Et puis continuer aussi à passer commande aux compositeurs de notre temps,
Ferenc Rostropovitch, en son temps, je l'avais rencontré en 2004 quand j'ai été à Manchester. Et il avait beaucoup d'humour, cet homme. J'étais très impressionné par cette rencontre. Il m'avait dit, Sébastien, il faudrait que tu dormes sur le paillasson des compositeurs tant qu'ils ne t'ont pas écrit une œuvre fantastique. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une direction que j'ai voulu garder. Et encore une fois, c'est ça, c'est la transmission. C'est-à-dire que voilà, ça a été un privilège extraordinaire d'avoir rencontré cet homme. C'était lui-même le professeur de ma professeure Karine Georgen. Et donc, du coup, j'ai pas eu la chance de pouvoir étudier comme avec d'autres de nombreuses années avec lui. Mais je l'ai un petit peu fait à travers Karine Georgian. Et puis, cette phrase, c'est peut-être 2 minutes, et ça a totalement donné un sens à ma vie. Et c'est ça que j'essaye de transmettre à la fois sur scène de transmettre voilà, aux auditeurs, à mes élèves, et puis aussi de transmettre ce goût, cet enthousiasme, cette curiosité pour continuer. Et donc là, les prochains projets, il y a un concerto qui se prépare, voilà, qui sera du côté de l'Amérique latine. Il y en a un autre du côté de l'Océanie. Il y a des choses qui vont se passer du côté des États-Unis. Voilà, ça va être des projets à chaque fois très différents. Et puis voilà, je vais me nourrir encore de nouvelles expériences et je pourrais le transmettre à mes futurs élèves. Donc c'est ça, c'est vraiment, je pense que je fais un métier de transmission et donc ça c'est vraiment un privilège, j'en suis très conscient. C'est aussi un milieu très compétitif, on est beaucoup, il y a beaucoup de violoncellistes, surtout que la France est un pays de violoncellistes. Ouais. Mais en même temps, je commence vraiment à trouver ma place. Et puis je suis très heureux. J'ai une famille fantastique. Avec ma femme qui est pianiste, on est ensemble depuis très longtemps. On se challenge parce que elle est remarquable. C'est une pianiste remarquable. Donc on est très bienveillants l'un envers l'autre et c'est aussi ça qui me fait avancer et avec elle je me repose jamais sur mes lauriers. Donc donc ça c'est très important aussi d'avoir un bon équilibre pour soi et puis pour le transmettre toujours. Oui. Écoute, c'est vraiment super intéressant. On a parlé déjà de pas mal de choses. J'aime beaucoup comment l'idée de mémoire, de transmission se retrouve dans les différents sujets dont on a parlé. À la fois, on a parlé de l'album de la Première Guerre mondiale, puis maintenant on parle plutôt de musique, mais on retrouve ces thématiques de transmission. Je ne sais pas du coup au niveau de la batterie où tu en es, mais je pense que l'image commence à pas se brouiller, donc à mon avis, ça va bientôt couper. 1%. Oui, voilà. Je propose au revoir, Tim. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi. Voilà, pareillement, merci beaucoup. On se tient au courant. En tout cas, bonne continuation. Bon courage pour le blog et pour les conversations, c'était super. Merci, vraiment. Merci infiniment. Bonne continuation. Merci Sébastien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Voilà qui clôture une nouvelle conversation sympathique et inspirante. Les fêtes de fin d'année approchent et peut-être qu'on retrouvera le nouvel album de Sébastien Hurtaud sous le sapin chez certains d'entre vous. Merci encore à Sébastien Hurtaud de s'être prêté au jeu et merci aussi à vous toutes et tous qui avez regardé notre émission. Je m'appelle Tim, c'est l'émission Quote Me on That où l'inspiration se transforme en conversation. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux et je vous dis à très bientôt.